Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par le département Prévention et Promotion de la Santé de l'AMC. Notre mission principale est de vous accompagner, de vous outiller autour de questions de santé au sens large, comme ce soir, autour des questions qui concernent les adolescents et les parents. Ce soir, vous êtes plus de 830 inscrits autour de cette question: comment renouer le dialogue avec son ado quand le dialogue, la communication est rompue, quand il y a conflit, quand il y a des tensions et ou des silences ou des comportements à risque qui perturbent la communication avec lui. Alors, pour aborder cette thématique, nous avons le plaisir ce soir d'accueillir le docteur Sophie Maas, pédopsychiatre et thérapeute familiale. Bonsoir docteur Maas et merci d'être avec nous ce soir. Merci de m'avoir invitée. Alors, vous avez une grande expertise de la santé mentale des ados et de l'accompagnement de ceux-ci ainsi que de leurs parents. Vous avez travaillé pendant 25 ans au sein d'une unité, dirigé l'unité d'hospitalisation pour ados. Mais vous êtes aujourd'hui responsable aussi de l'équipe mobile au sein du réseau Brustar, donc qui accompagne les enfants et les ados autour des questions de santé mentale. Alors, nous allons passer tous ensemble 1h30. Et donc, ce soir, cette conférence va être rythmée par différents moments. Un premier temps sera consacré par le docteur Sophie Maas aux questions qui concernent la psychologie de l'adolescent, ce qui nous permettra d'avoir des clés de compréhension par rapport à ces moments où on est peut-être dérouté par notre adolescent, à identifier évidemment des pistes concrètes pour préserver ou restaurer le lien avec notre ado, même dans les moments de tension ou de rupture. Ensuite, nous vous donnerons vraiment la possibilité tout au long de la conférence de poser les questions que vous souhaitez à travers le chat et nous y répondrons. Le Dr Maas il consacrera 45 minutes pour vraiment vous donner la possibilité de faire part de vos préoccupations, de vos questions. Et donc pour ça, vous pouvez cliquer sur l'icône en haut à droite de votre écran, sur le chat, et nous récolterons les questions. Nous ferons, mes collègues et moi rassemblerons les questions pour les poser ensuite et essayer d'y répondre à un maximum de vos préoccupations. On terminera par un petit mot de clôture pendant lequel nous vous projeterons la page web dédiée aux compétences psychosociales, qui est notre outil qui permet de soutenir aussi les contacts que vous pouvez nouer avec votre ado. Et donc, quelques petits éléments techniques pour terminer. Donc, ce webinaire est enregistré. Vous pouvez à tout moment mettre sur pause, avancer ou reculer et reprendre aussi par la suite si vous ne pouvez pas regarder en entier ce soir. Vous recevrez aussi un lien qui vous permettra donc de voir le replay ou de le partager autour de vous si vous le souhaitez. Alors, sans transition, je vais donner la parole au Dr Maas pour aborder donc cette question de comment renouer le dialogue avec son ado quand il y a crise ou rupture de la communication. Merci. Alors, je vais peut-être très brièvement reprendre ce que sont ces compétences psychosociales dont on parle et dans le cadre duquel ce séminaire est organisé. Et je vous remercie vraiment de l'avoir organisé parce que je pense que aujourd'hui, les jeunes rencontrent pas mal de difficultés, les parents aussi. Et faire effectivement de la promotion, de la prévention en matière de santé mentale chez nos jeunes est aujourd'hui devenu vraiment une priorité. Et donc, ces compétences psychosociales dont on a déjà beaucoup parlé dans ce webinaire font référence à cette nouvelle capacité finalement que nos jeunes acquièrent avec l'adolescence, cette capacité à pouvoir finalement développer une pensée abstraite, de pouvoir anticiper des situations et donc de pouvoir petit à petit développer ces fameuses compétences psychosociales qui sont entre autres de savoir analyser une situation, et du coup de pouvoir prendre des décisions, de progressivement acquérir la capacité à réguler des émotions et finalement de savoir développer des capacités de bonne communication avec son entourage et développer des habiletés sociales. Et enfin, il s'agit pour nos jeunes de développer également cette capacité à avoir une bonne conscience de soi, notamment en matière émotionnelle, de pouvoir analyser ses émotions et donc de pouvoir les communiquer, de pouvoir en tenir compte et de trouver des perspectives à toutes ces émotions. Alors tout ça, c'est bien beau. Et puis on se retrouve face à un adolescent qui, paradoxalement,
effectivement, semble être sorti de l'enfance, avoir acquis une capacité de jugement, d'analyse qui commence à devenir plus mûre, de pouvoir effectivement a priori mieux communiquer, et puis tout d'un coup qui se comporte de manière très régressive finalement, comme un tout petit, qui peut pousser des colères, qui refuse le dialogue, qui claque les portes, qui s'emporte. Et c'est vrai que c'est un peu déroutant en tant que parent d'avoir l'impression d'avoir un adolescent qui d'un côté développe des capacités d'analyse et de raisonnement, et qui les fait valoir d'ailleurs, et qui pour cette raison demande à pouvoir décider, voire revendique de pouvoir effectivement décider ce qu'il en est en ce qui le concerne, et puis à côté de ça, une manière d'entrer en relation qui peut être très confrontante, où un adolescent peut tout d'un coup être dans une opposition, et ce que nous appelons le passage à l'acte, hein, d'effectivement acter un comportement qui est plus revendicateur, éventuellement plus violent. Et donc, il développe plein de compétences d'un côté et semble être dans une grande régression de l'autre. Et donc, c'est très déroutant, et je pense que la première chose à essayer de faire pour effectivement comprendre un petit peu ce qui se passe pour cet adolescent, avant que de s'appuyer sur ces nouvelles compétences psychosociales, il s'agit aussi de comprendre par ailleurs quels sont les enjeux qui l'animent comme ça, avec finalement cette adolescence qu'on appelle la crise d'adolescence. Qu'est-ce que c'est que cette crise d'adolescence ? Eh bien, je voudrais d'abord vous rappeler que ça a l'air tout bête, mais on entre dans l'adolescence avec la puberté. Et la puberté, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout d'abord un réveil hormonal où tout d'un coup, l'adolescent, qui était finalement dans une phase de latence, comme on l'appelle, qui était au sortir de l'enfance, une enfance où il a bien progressé, où il a appris toute une série de compétences, apprendre à lire, à écrire, apprendre à bien maîtriser son corps, apprendre à nager, apprendre à faire du vélo, apprendre effectivement à jouer avec les autres, être dans une relation aux autres qui est de qualité. Et bien voilà que tout d'un coup, cet enfant qui avait a priori acquis une bonne maîtrise de la relation aux autres, de la relation à lui-même et de la relation à son propre corps, voit tous ses repères voler en éclats sous le réveil de cette puberté. Et la puberté, ces hormones vont évidemment modifier son corps, ça c'est ce qui est a priori le plus objectivable, apparent, mais bien avant ça, bien avant que les premiers signes physiques n'apparaissent, il y a une imprégnation au niveau cérébral de ces hormones qui ont aussi un impact très fort sur le fonctionnement psychologique du jeune, et c'est en fait les premiers signes qui apparaissent de cette puberté. C'est cette transformation au niveau du comportement et de la relation à lui-même, de la relation aux autres, parce que ce qu'il se passe, c'est que d'un point de vue psychologique, nous sommes face à un réveil de l'Oedipe. Alors, Oedipe, c'est quoi ? Eh bien, je vous rappelle que Oedipe, dans la mythologie grecque, a franchi 2 interdits fondamentaux en ayant d'une part des relations sexuelles avec sa mère et en tuant son père d'autre part. Symboliquement, qu'est-ce que ça vient nous représenter ? Ça vient nous représenter l'interdit de l'inceste. Ça vient nous représenter cet interdit finalement d'être dans un rapport à son parent qui est par trop sexualisé ou au contraire par trop objectalisé, c'est-à-dire quand vous devenez un objet pour l'autre, quand vous devenez un objet qu'il n'y a même plus besoin de vous prendre en considération dans ce que vous êtes en tant que sujet, comme si vous n'étiez plus qu'un objet dont vous pouvez vous débarrasser, que vous pouvez tuer, que vous pouvez jeter à la poubelle. Et donc, ces 2 interdits fondamentaux, qui est d'une part l'inceste fusionnel où on se perd dans la relation à l'autre, et d'autre part le meurtre parricide où finalement on perd la relation à l'autre parce que l'autre ne devient plus qu'un objet, ça vient représenter symboliquement la difficulté à trouver une juste distance dans la relation à l'autre. Ni trop proche, on se fond dans l'autre, ni trop loin,
où l'autre n'est plus qu'un objet dont je peux me saisir, que je peux utiliser et que je peux tuer. Cet Oedipe se réveille à l'adolescence sous l'effet de la puberté et de ses hormones sexuelles parce qu'il était latent auparavant. Il était latent et c'est cette période où le jeune enfant, vers l'âge de 3, entre 3 et 6 ans, est dans une relation très oedipienne, comme on dit, avec ses parents. C'est-à-dire que le petit garçon trouve que sa maman est magnifique, la petite fille trouve que son papa est formidable, et où il est parfois nécessaire en tant que parent de dire effectivement à son enfant « Non, tu ne vas pas te marier avec maman, non, tu ne vas pas te marier avec papa. Papa et maman sont déjà pris, ils sont mariés ensemble. D'ailleurs, tu es trop petit. Et plus tard, tu rencontreras ton amoureux, ton amoureuse, et tu pourras effectivement te mettre en couple. Et toi aussi, tu pourras vivre effectivement une relation d'amour, de couple, mais pour l'instant, tu es trop petit, et donc il va falloir que tu patientes. » Et l'enfant patiente. Et l'enfant patiente, et il rentre en phase de latence, et l'enfant, effectivement, va mettre ses priorités ailleurs, et il va investir des apprentissages, il va investir une meilleure maîtrise de son corps, il va investir une relation aux autres enfants. Et c'est ça la phase de latence. C'est l'enfant qui attend et qui se prépare dans une maîtrise, effectivement, de lui-même, de sa psyché, de la relation aux autres, de la relation au corps et de la relation avec ses parents. Et puis voilà que tout d'un coup, effectivement, la puberté arrive et ce réveil pubertaire réactive tout l'enjeu oedipien. Voilà que tout d'un coup, cet enfant qui était en latence devient un adolescent avec énormément de pulsions qui viennent sexualiser la relation aux autres. La relation évidemment aux copains et aux copines, il se rend bien compte que tout d'un coup les regards changent, mais également la relation à lui-même, tout d'un coup il a des désirs, des envies, des pulsions qui se sexualisent. Lui aussi, il a un regard vers les autres qui change, il regarde les filles, les garçons de manière différente. Les uns deviennent rivaux, les autres deviennent effectivement objets d'attirance et de séduction. La relation à son corps se modifie également. Sous la poussée pubertaire, le corps se transforme. Et finalement, ce sont tous les repères de vie qui volent en éclats, où l'adolescent n'arrive plus à se maîtriser lui-même, n'a plus le contrôle de ses émotions, de ses pensées, de ses désirs. Il n'a plus la maîtrise de la relation aux autres. Tout d'un coup, cette relation se sexualise. Et où il n'a plus la maîtrise dans la relation à ses parents non plus, où auparavant, il pouvait effectivement faire des câlins à papa, à maman, ça ne portait pas à conséquence, il était en phase de latence, et tout d'un coup, cette proximité physique lui devient insupportable, insoutenable, et c'est pour ça, effectivement, qu'une jeune fille de 15 ans ne monte plus sur les genoux de son père comme quand elle en avait 5. Il y a une distance physique qui doit s'installer, mais également une distance psychologique. Ce n'est pas que dans la rencontre physique que ça se marque, c'est aussi dans cette distance psychologique qui se traduit par quoi? Eh bien, qui se traduit par des adolescents qui, tout d'un coup, adoptent les attitudes, finalement, à l'opposé de ce que les parents avaient l'habitude de rencontrer et cautionnaient, c'est-à-dire cet adolescent se met à se comporter à la limite, à l'opposé de ce que ses parents attendent. Mais cet adolescent est encore dépendant affectivement de ses parents, et pas que matériellement, mais il a encore besoin de l'amour, il a encore besoin de la valorisation, il a encore besoin du soutien de ses parents, il n'est pas encore tout à fait autonome psychiquement comme on peut l'être en tant qu'adulte. Il a encore un grand besoin de validation par rapport à ce qu'il est, ce qu'il pense, ce qu'il devient, tout en ne supportant pas cette proximité non plus. Il ne supporte plus d'être validé, ne supporte plus de correspondre finalement aux attentes parentales. S'il correspond trop aux attentes parentales, alors ça devient dérangeant, ça devient sexualisé, c'est insupportable. Et s'il est trop à distance, comme il est encore très dépendant de la validation de ses parents, alors il se sent seul au monde, ça génère des angoisses d'abandon et de séparation terribles, et donc l'adolescent, il est coincé dans un paradoxe.
il ne peut n'être ni proche, ni éloigné. Et c'est pour ça que tout d'un coup, nos adolescents se comportent de manière complètement paradoxale, où quand on essaye de le câliner, ils ne le supportent plus, mais si on ne fait pas attention à eux et qu'on ne leur demande pas de temps en temps un bisou, ou au moins de se dire bonjour, ils ne supportent pas non plus, parce qu'à ce moment-là, ils se sentent effectivement lâchés et abandonnés. Et ce paradoxe de l'adolescence explique beaucoup de leur comportement finalement, où ils ont en même temps besoin d'être regardés, sinon ils se sentent abandonnés, mais dès qu'ils sont regardés, ils se sentent intrusés, ça devient effectivement trop envahissant. Et donc eux-mêmes ne savent pas très bien quelle juste distance trouver dans la relation aux autres, et plus particulièrement aux parents et aux figures parentales, c'est-à-dire éventuellement tout adulte par extension, et donc notamment les professeurs. Ils ont du mal à trouver cette juste distance, et donc il appartient en général aux adultes que nous sommes, qui avons traversé cette période-là, qui avons effectivement acquis pas mal d'habilités sociales a priori, de gérer justement cette juste distance, d'essayer de leur fournir un modèle, l'exemple vient d'en haut, pour leur permettre effectivement de vivre cette différenciation sans se sentir ni intrusés, ni lâchés. Et c'est ça toute la difficulté dans la relation avec un jeune, c'est de trouver cet équilibre avec nos adolescents pour qu'ils ne se sentent ni lâchés, ni par trop séduits finalement, ni envahis par nos désirs et le modèle que nous avons en tête. Alors, pour ajouter une couche, la difficulté à l'adolescence, c'est que pour pouvoir justement gérer ce grand enjeu, la sortie de l'adolescence va se faire au travers de cette capacité à s'autonomiser. C'est finalement parce que nous dépendons de moins en moins de la validation et du soutien de nos parents, parce que nous arrivons progressivement à nous autonomiser, à voler de nos propres ailes, que finalement la relation effectivement s'apaise, et parce que nous allons trouver à l'extérieur de la famille, en dehors du lien avec nos parents, ce qui nous fait défaut, ce dont nous avons besoin, auprès des copains, dans notre vie amoureuse, dans notre vie d'étudiant, dans notre vie professionnelle par la suite. Mais ça n'arrive effectivement que beaucoup plus tard. Et il faut savoir que la maturation neurocérébrale n'est complète qu'à l'âge de 25 ans. Et 25 ans, c'est effectivement très tard. Et donc, avant l'âge de 25 ans, ce ne sont pas les capacités de raisonnement qui sont à l'avant-plan, ce sont plutôt les instincts plutôt archaïques. Et ces instincts plutôt archaïques qui activent le système de récompense sont boostés à l'adolescence. Et donc un adolescent, non seulement il est coincé dans un paradoxe, mais en plus de ça, il est soumis à des pulsions extrêmement importantes qui le débordent, avec un système de récompense dopaminergique qui est très très fort activé et qui a tendance effectivement à prendre le devant de la scène, plus particulièrement chez les jeunes adolescents avant l'âge de 15-16 ans. Et donc ces pulsions de base, quelles sont-elles? Elles sont au nombre de 5. Tout d'abord, il s'agit de manger. Il s'agit ensuite de se reproduire. Il s'agit de maîtriser son environnement et d'acquérir pour ça des connaissances en ce qui concerne notre environnement. Il s'agit d'avoir un ascendant social ou d'avoir une forme de fascination pour l'ascendant social sur les autres. Et enfin, faire tout ça au moindre effort. Et donc, on reconnaît effectivement ce qui a tendance à animer nos ados. On a commencé par l'amour, les petits amis, les petites copines, manger. Ils ont du mal effectivement à réguler aussi cette alimentation. Ils ont tendance à se jeter sur la nourriture ou au contraire à vouloir complètement se restreindre de peur de prendre du poids et de ne plus avoir un ascendant social, ne plus avoir leur place dans le social. En ce qui concerne l'acquisition de la maîtrise des connaissances de leur environnement, je ne parle pas ici de l'école, je parle effectivement de ce qui leur permet de se débrouiller seuls et de partir un petit peu à l'aventure et de faire leurs expériences. Et puis tout ça au moindre effort, où effectivement les ados ont l'art de prendre la meilleure place dans le canapé à un certain moment. Et donc,
ces compétences-là sont d'autant plus activées que, je vous le rappelle, l'enjeu à l'adolescence, c'est justement de ne pas correspondre aux attentes parentales, c'est de faire même l'opposé de ce que les parents attendent. Et donc, on est face effectivement à un bouleversement hormonal, un bouleversement au niveau des repères, mais un bouleversement éducatif aussi, avec un lien aux parents qui est, et au social qui est particulièrement attaqué. Et donc, comme les compétences psychosociales sont effectivement un support intéressant, il faut quand même savoir que toutes ces compétences-là, contrairement à ce que je viens de décrire de l'ordre de la pulsion, les pulsions, elles sont innées. Par contre, les compétences psychosociales, elles sont acquises. Et elles sont acquises par une éducation. Et là, effectivement, c'est le rôle des parents et c'est le rôle aussi du social que de permettre à ces adolescents, par l'éducation, effectivement, de progressivement développer ces compétences psychosociales qui sont effectivement présentes de manière potentielle chez tout jeune, mais qu'il va falloir effectivement renforcer et nourrir par un système éducatif. Et donc, qu'est-ce qu'il faut développer chez nos adolescents pour que justement ces compétences psychosociales nous rendent la vie plus facile en tant que parents, hein, dans cette capacité d'avoir une capacité de raisonner, d'analyser une situation, ne pas tout de suite réaliser la première envie qui leur vient, de pouvoir un petit peu réguler leurs émotions. Et tout ce dont on a parlé dans un premier temps, eh bien, il s'agit de, par exemple, développer leur capacité d'observation. Et ça, c'est quelque chose qui devient un enjeu majeur dans notre société aujourd'hui, puisqu'il s'agit de développer une capacité d'esprit critique, de pouvoir faire la distinction entre le vrai et le faux. Et donc, effectivement, face à l'intelligence artificielle, et notamment l'intelligence artificielle générative, cet enjeu de pouvoir faire la distinction entre le vrai et le faux et développer un esprit critique devient aujourd'hui vraiment fondamental. Il s'agit de développer l'empathie également. Et l'empathie est potentiellement présente chez tout individu, mais elle nécessite également une éducation. Parce que si vous laissez l'empathie se déployer de manière spontanée et naturelle, sans être encadrée, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, chez un tout petit, ça donne la tendance à attribuer des intentions positives à un sujet qui nous ressemble et des intentions malveillantes et négatives à un sujet qui ne nous ressemble pas. Et donc, vous voyez tous les biais cognitifs que cela peut évidemment générer dans une société que d'attribuer de mauvaises intentions à ceux qui ne nous ressemblent pas. Ça, c'est l'empathie de base et il va être nécessaire effectivement de soutenir cette capacité par nos neurones miroirs. Il faut savoir que l'espèce humaine est l'espèce qui a le plus de neurones miroirs au niveau cérébral. C'est cette capacité effectivement à non pas fonctionner par projection et attribuer des intentions à l'autre en fonction du ressenti qu'il génère en nous, mais de pouvoir véritablement développer la capacité de se mettre à la place de l'autre sans trop de biais cognitifs. Il s'agit aussi de développer chez nos jeunes des valeurs morales et notamment des valeurs qui reposent sur cette capacité d'empathie, qui reposent également sur la règle, et pour ça, j'y reviendrai. La règle aussi, c'est quelque chose qui est indispensable à l'adolescence. Hein. Comme je vous ai dit, les adolescents sont très pulsionnels et donc ils ont tendance à suivre leurs désirs et à être dans l'immédiateté. Et donc, il s'agit effectivement de mettre des repères et des règles, puisque tous leurs repères volent en éclats. Mais de nouveau, autant un enfant va avoir tendance effectivement à suivre une règle pour correspondre aux attentes parentales et finalement gagner l'amour de son papa et de sa maman parce qu'il suit bien la règle et que du coup il va faire plaisir et il va correspondre aux attentes, vous imaginez bien qu'à l'adolescence c'est devenu insupportable. Il est devenu insupportable de suivre une règle pour faire plaisir à papa ou faire plaisir à maman, quelle horreur. Et donc l'adolescent ne respecte plus une règle que si cette règle fait sens et que ce sens est effectivement quelque chose que l'adolescent peut s'approprier, qu'il peut introjecter.
L'adolescent ne va suivre une règle que si cette règle fait sens, et non plus pour faire plaisir à papa ou à maman. Et donc cette règle, pour avoir du sens, elle va devoir être universelle, elle va devoir être non personnelle. Si on reste dans un enjeu duel entre un père ou une mère et son enfant, cette relation duel est trop chaude d'un point de vue oedipien. Et donc, cette règle ne va être acceptable effectivement que si elle fait sens et que donc elle est appropriée à toute personne au sein d'une famille, par exemple, ou c'est une règle qui se retrouve au niveau de l'école et qui est appliquée à tous les élèves et pas à un élève en particulier. Il est important que l'exemple vienne d'en haut et que l'adolescent ait le sentiment qu'il est traité comme tout un chacun et non pas traité de manière extrêmement personnalisée, parce que la personnalisation de la règle lui devient insupportable. Autre chose également par rapport au fonctionnement adolescentaire et qui est extrêmement intéressant en termes de compétences psychosociales, c'est la pensée collective. On sait combien les adolescents ont tendance à investir la relation aux autres, la relation au père. Bien sûr que les autres jeunes leur servent de support identificatoire. Un adolescent, comme je viens de vous l'expliquer, ne peut pas être trop proche des attentes parentales et donc il y a peu d'adolescents qui vont dire « moi j'ai envie de devenir un homme comme mon père » ou « j'ai envie de devenir une femme comme ma mère ». En général, ils ont plutôt la critique à la bouche. Et donc, où trouver ailleurs ces supports identificatoires? Bien souvent, c'est le groupe des adolescents qui va permettre effectivement à ces adolescents de pouvoir se soutenir d'autres repères, d'autres valeurs que ce qu'ils trouvent au sein de leur famille, ce qui permet aussi de finalement s'ouvrir sur l'altérité. Et c'est aussi quelque chose qui va venir soutenir les compétences psychosociales chez les adolescents, c'est cette altérité. Et là, on rencontre un petit peu les limites de ce que la famille peut proposer, puisque au sein d'une famille, on va avoir plutôt tendance à partager les mêmes normes, les mêmes valeurs, faire place à l'autre, faire place à une autre manière d'envisager les choses, à une autre manière de vivre ensemble, à d'autres sensibilités, à d'autres goûts. Ça se fait beaucoup plus en dehors de la famille qu'au sein de celle-ci. Et donc, permettre à un adolescent d'avoir des relations avec d'autres jeunes, de pouvoir effectivement partager le vécu, les émotions, les expériences, est aussi quelque chose qui vient compléter le développement des compétences psychosociales que la famille peut soutenir, mais qu'elle ne peut soutenir que jusqu'à un certain point. Et puis, nous avons découvert pendant le Covid combien les adolescents sont effectivement sensibles au fait de pouvoir avoir des relations les uns avec les autres. On imaginait avant le Covid que, mon Dieu, ma foi, ils ne sortaient plus beaucoup, ne se voyaient plus beaucoup, avaient tendance à rester sur les écrans et qu'ils avaient tendance à développer finalement les liens aux autres au travers des écrans, au travers des réseaux sociaux, au travers des jeux interactifs. Et on s'est bien rendu compte effectivement que ce n'était pas le cas. Les adolescents ne peuvent pas se limiter finalement à une relation aux autres au travers des écrans. Ils ont besoin de vivre des expériences ensemble, ils ont besoin de se raconter les uns aux autres. Et c'est véritablement quelque chose que nous avons rencontré pendant le Covid, en pédopsychiatrie notamment. Nous avons vu arriver des jeunes qui étaient issus pourtant de milieux familiaux et sociaux plutôt favorisés, et qui arrivaient complètement anesthésiés au niveau de leurs émotions, complètement dégoûtés de la vie, jusqu'à en avoir des idées suicidaires, franches, sans pouvoir se l'expliquer, sans arriver à expliquer quels étaient les facteurs déclencheurs, ne se donnant d'ailleurs même pas le droit d'aller mal, sachant effectivement qu'ils étaient plutôt des privilégiés et qu'à ce titre, ils n'avaient même pas le droit de se plaindre. Ces jeunes, à partir du moment où ils se retrouvaient dans des groupes de pairs avec d'autres adolescents, retrouvaient en quelques jours la capacité justement de pouvoir à nouveau parler de leurs émotions,
pouvoir se raconter et essayer de comprendre quels étaient les facteurs déclencheurs. Qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, simplement, ce que nous avons pu rencontrer, c'est cette modalité de pensée propre à l'adolescence. Quand un enfant rentre de l'école et qu'il a vécu des difficultés, qu'il a passé une mauvaise journée, qu'il s'est disputé avec l'un ou l'autre enfant, qu'il a eu une mauvaise note de la part du professeur ou qu'il a eu une remarque particulière et qu'il rentre affecté de ce qu'il a vécu, il a la possibilité de se montrer en difficulté sur le plan émotionnel et la plupart du temps, bien, son parent va lui demander comment s'est passée la journée, va identifier une émotion peut-être un peu difficile, va l'aider à mettre des mots sur cette émotion, va lui permettre de l'identifier et va ensuite permettre à cet enfant de pouvoir comprendre ce qui s'est passé, mettre cette émotion en sens et en définitive lui trouver des perspectives. En tant qu'adultes, nous devrions être capables, quand nous avons passé une mauvaise journée, de pouvoir effectivement, avec nous-mêmes, avoir ce dialogue intérieur, de pouvoir identifier ce que nous avons vécu qui était difficile, de pouvoir trouver du sens à ce qui était traversé, de pouvoir le comprendre et de pouvoir se donner finalement des perspectives. Les adolescents ne sont pas encore adultes, ils n'ont pas encore cette maturité que de pouvoir faire ce travail intérieur seuls. Ils n'en ont pas encore cette autonomie. Mais ils ne sont plus des enfants et donc venir chez papa et maman, comme je vous l'ai dit, ce n'est plus possible. Ils ne peuvent plus être dans cette proximité psychologique avec leurs parents. Et donc, ils ne pensent pas encore seuls, mais ils ne peuvent plus penser avec les parents. Et donc, les adolescents, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils pensent ensemble. Ils pensent les uns avec les autres. Ils sont dans une pensée collective. Et ça a été une leçon du Covid et des mesures sanitaires qui ont été prises. C'est l'importance pour les adolescents de pouvoir se soutenir les uns les autres. Bien sûr pour avoir un support identificatoire, bien sûr pour grandir, mais pour penser aussi de manière collective. Et donc là aussi, soutenir le développement des compétences psychosociales chez un adolescent, la famille est très très importante et on va y revenir, mais finalement les pères le sont aussi et soutenir une vie sociale chez un jeune est également quelque chose d'important pour lui permettre de développer toutes ses compétences psychosociales. Une autre compétence dont nous n'avons pas parlé et qui est essentielle et qui est particulièrement essentielle aujourd'hui que nos jeunes ne vont pas très bien, c'est la résilience. Alors, qu'est-ce que la résilience? La résilience vient d'un terme à l'origine qui vient des sciences et qui vient des sciences des matières, des matériaux. Elle désigne la propriété d'un corps à pouvoir récupérer sa forme d'origine lorsqu'il a subi des forces déformantes. Et je vous donne l'exemple très simple qu'est l'élastique. Un élastique, vous tirez dessus, il se déforme. Quand vous le relâchez, il reprend sa forme d'origine. Ce concept a été repris par Boris Cyrulnik pour illustrer la capacité que nous avons tous à pouvoir cicatriser finalement d'une expérience difficile ou négative, voire traumatique. Nous avons tous en nous cette capacité à pouvoir retrouver un équilibre psychologique après avoir vécu quelque chose de difficile, voire de traumatique. Mais il faut pour ça effectivement remplir 3 conditions. Tout comme pour l'élastique, il faut d'abord que les forces déformantes, les forces de stress s'arrêtent pour que nous puissions retrouver effectivement un équilibre et bénéficier de cette compétence de résilience. Il est important que nous nous retrouvions dans un environnement qui soit de qualité, où les forces effectivement de stress s'arrêtent. Le deuxième facteur important à remplir, c'est le temps. Il nous faut du temps pour pouvoir cicatriser physiquement, il nous faut du temps pour pouvoir cicatriser psychiquement également. Et le troisième facteur à remplir, c'est le lien à l'autre. Il est nécessaire d'être en lien avec quelqu'un qui nous permet de nous sentir en sécurité dans ce lien et de quelqu'un qui va nous donner le sentiment d'être compris dans ce que nous avons vécu de difficile. C'est ce que Boris Cyrulnik appelle le tuteur de résilience. Et donc, se retrouver dans un environnement
qui est dépourvu de ces facteurs de stress initiaux, qui accorde du temps pour récupérer cet équilibre psychique dans une relation à l'autre, sont les 3 facteurs qui sont extrêmement importants et que nous ne rencontrons malheureusement pas beaucoup dans notre société, qui, sur prétexte que nous avons effectivement chacun une capacité résiliente, attend de nous que nous soyons effectivement capables de faire face à toute situation de stress en un temps record, de manière autonome, quitte à reprendre une activité scolaire ou professionnelle dans les mêmes conditions de départ. Et donc, on est dans un environnement sociétal, malheureusement, qui a complètement perverti cette notion de résilience. Et c'est pour ça que je trouvais que c'était important de rappeler les conditions nécessaires à remplir, puisqu'effectivement, nous sommes dans une société qui attend de nos jeunes beaucoup de résilience aujourd'hui, mais qui n'en donne pas toujours les moyens, malheureusement. Là aussi, le collectif trouve énormément d'intérêt, et plus particulièrement quand on est face à des jeunes qui aujourd'hui, dans le contexte un peu anxiogène ou vachement anxiogène dans lequel nous nous trouvons, le collectif peut aussi être une source un support de résilience extrêmement intéressant et permet à nos jeunes qui sont face à un monde qui est anxiogène de se trouver peut-être moins isolés et moins impuissants quand ils peuvent rejoindre un mouvement dans le cadre des activités citoyennes ou dans le cadre de l'associatif. Et donc, je pense qu'en tant que parent, il est aussi intéressant, peut-être en attendant que les écoles prennent le relais, mais pour l'instant, elles ne le font pas beaucoup, de proposer à nos jeunes de pouvoir effectivement s'intéresser à l'une ou l'autre cause qui rejoint finalement d'éventuelles inquiétudes qu'il pourrait avoir ou quand il est dans un sentiment de perte d'espoir et d'isolement. Là aussi, ce sont des facteurs qui permettent d'appuyer sur les compétences de résilience et les compétences psychosociales de nos jeunes. Et donc, je dirais que l'objectif à poursuivre en tant que parents avec nos adolescents, c'est l'objectif de l'autonomisation. C'est par l'autonomisation qu'ils vont finalement sortir de l'adolescence, parce qu'on sait très bien comment on rentre dans l'adolescence, la puberté. Par contre, sortir de l'adolescence, c'est nettement moins évident. Et donc, grâce aux compétences psychosociales que nous pouvons soutenir chez nos jeunes, grâce au collectif et grâce à ce concept de résilience, nous pouvons accompagner nos adolescents dans ce grand enjeu, en fait, qui est en fait de grandir. Grandir. Et grandir, c'est quoi? Grandir, c'est finalement accepter de progressivement rentrer dans le social. Quitter le cocon de la famille où on est dans une forme d'amour inconditionnel et de rentrer dans quelque chose qui est plus en lien avec le social et qui est plus en lien avec une reconnaissance conditionnelle. Accepter finalement de jouer le jeu, accepter de sortir de cette position d'enfant roi, d'enfant tout-puissant, pour pouvoir effectivement accepter le principe de ce que nous appelons la castration qui est sortir finalement de la toute-puissance infantile pour accepter de perdre une partie de cette puissance et de gagner finalement en sécurité, en assurance d'avoir une place dans ce social, d'accepter finalement les conditions qui y sont associées et d'accepter l'enjeu de la frustration parce que nous arrivons à un certain moment à trouver un compromis entre nos désirs d'une part et la réalité de l'autre. Mais comme je l'ai dit, ce sont des compétences qui s'acquièrent de manière progressive. On est finalement pleinement en capacité qu'à l'âge de 25 ans. Et donc, en attendant, les parents sont là aussi dans ce support qui est sécurisant, qui permet à l'adolescent d'avoir le sentiment que, quels que soient ses choix, il aura finalement un port d'attache, il pourra rentrer au port, faire ses expériences et finalement faire ses allers-retours sans trop prise de risque, sans risquer finalement la rupture du lien et de se retrouver seul au monde, pour leur permettre justement d'accepter dans cette frustration de différer la satisfaction du désir. Et ça, c'est un enjeu
pour tout être humain qui est loin d'être évident. Et les études nous ont bien montré que finalement, quand vous demandez à un enfant de ne pas prendre un bonbon ou une récompense dans l'immédiat, d'attendre avec la promesse de recevoir plus s'il est capable de patienter, ce que ces expériences démontrent, c'est qu'en fait, il faut avoir une bonne dose de confiance dans le futur, une bonne dose de confiance dans la relation avec celui qui vous propose ce deal, que pour accepter de différer la satisfaction immédiate du plaisir. Et l'enjeu de la gestion de la frustration, et on sait combien les adolescents ont parfois du mal à gérer la frustration, cette frustration sera d'autant plus facile à réguler que l'adolescent est dans une relation de qualité avec son parent qui va lui permettre justement, par cette sécurité, d'accepter, de différer cette satisfaction immédiate du plaisir. Et donc, d'investir par exemple dans la scolarité, d'investir dans la relation à son parent plutôt que de se fâcher avec lui et d'imposer finalement son désir de sortir, d'accepter de pouvoir être dans le dialogue. Le dialogue qui est finalement un outil fondamental avec nos jeunes. Dialogue finalement comme support de reconnaissance à offrir à nos jeunes. Que nos jeunes puissent se sentir reconnus dans ce qu'ils vivent. Que nos jeunes puissent se sentir écoutés. Que nos jeunes puissent se sentir soutenus. Et ce n'est qu'une fois qu'effectivement nos jeunes auront la possibilité de se sentir reconnus, écoutés et soutenus, qu'ils vont pouvoir en retour faire place finalement au vécu éventuel de son parent dans un second temps, au fait de reconnaître effectivement ce que son parent a déjà apporté dans le deal, a déjà fait, de pouvoir éventuellement même soutenir et écouter un parent qui est éventuellement dans une situation qui ne lui permet pas à ce moment-là de valider la demande de son jeune. D'accepter aussi une règle qui fait sens, avec la nécessité de bien faire la distinction, je pense, en tant que parent, entre ce qui est de la règle et de la loi. La règle et la loi, c'est pas la même chose. Et parfois, nous nous y perdons là-dedans. La loi marque les interdits fondamentaux. La loi interdit le meurtre. La loi interdit l'inceste. Par contre, la règle est quelque chose qui va nous permettre de vivre ensemble, mais qui repose sur une part d'arbitraire. Pourquoi est-ce qu'on mange à 8h et pas 8h05? Alors, vous pouvez effectivement partir dans plein de justifications, mais à un certain moment, il est important de fournir à nos jeunes des repères clairs. Et ces repères clairs ont en eux une part d'arbitraire. Et il est important en tant que parent de reconnaître cet arbitraire, de reconnaître qu'à un certain moment, il faut qu'il y ait une règle commune pour que nous puissions souper ensemble, par exemple, et que cette règle, eh bien, arbitrairement, on a décidé que c'était à ce moment-là, parce qu'à un certain moment, il faut bien effectivement qu'un arbitraire tombe. Et donc, donner une règle est importante, donner une explication est important pour que l'adolescent puisse introjecter ce sens, et en même temps, il y a une forme d'arbitraire qu'il s'agit de pouvoir soutenir. Soutenir, un autre outil sur lequel nous pouvons nous appuyer avec nos jeunes aussi, c'est l'outil du compromis. Le compromis est en ça d'intéressant qu'il permet de faire de notre jeune un interlocuteur dans le dialogue et dans la construction éventuelle d'une règle. Le compromis permet d'éviter que dans ce dialogue avec notre jeune, nous nous retrouvions finalement dans un bras de fer où c'est l'un contre l'autre. Et si l'un gagne, l'autre perd. Le compromis permet de trouver justement une co-construction où chacun y perd une part de ce qu'il désirait, mais chacun y gagne également une règle commune. Et donc le compromis est véritablement, je pense, à l'image de la relation que nous avons avec nos jeunes qui sont dans le paradoxe, qui ne peuvent être ni trop proches ni trop éloignés. Le compromis est justement finalement l'image de cet entre-deux,
où ce n'est ni l'un ni l'autre qui gagne ou qui perd, mais on est dans quelque chose effectivement d'une co-construction, on rejoint l'image de l'adolescence justement. Je vous conseille de prendre le temps aussi, le temps est un allié, le temps permet de ne pas être saisi par l'immédiateté d'une requête, et Dieu sait ce que nos adolescents ont la capacité effectivement d'être dans l'immédiateté et de nous forcer et nous contraindre et nous mettre pousser à nos limites, et notamment en étant évidemment dans l'urgence, mais pas, non, il me faut la réponse tout de suite, tu ne te rends pas compte, les copains m'attendent, ils sont là, ils sont en bas, tu ne peux pas me refuser ça, etc. Et donc, je pense qu'en tant que parents, il est important effectivement de nous accorder un temps de réflexion quand nous nous sentons pris à la gorge, parce que prendre une décision poussée dans une trop grande émotion n'est jamais une bonne chose. Il est important que nous aussi, nous prenions le temps en tant que parents de nous poser et de réfléchir, et donc d'imposer effectivement ce temps de réflexion à nos jeunes, qui est à lui dire, écoute, si tu me pousses dans les retranchements, ce sera non. Si tu me donnes le temps de réfléchir, je te reviendrai, et peut-être que la réponse sera effectivement plus nuancée. Du compromis, du temps, un petit tips, la règle du ou que beaucoup de professionnels utilisent dans les guidances parentales. La règle du ou, c'est la possibilité de donner finalement une liberté de choix à nos jeunes, mais de lui demander de choisir entre deux options avec lesquelles nous sommes en accord, toutes les deux. Je vous donne un exemple. Je voudrais que tu ranges ta chambre. Non, pas maintenant, j'ai pas le temps, tu te rends pas compte, j'ai un examen demain. J'aimerais que tu ranges ta chambre. Non, mais tu me l'as déjà demandé hier, mais aujourd'hui c'est autre chose. J'ai fini les examens, je vais sortir avec les potes, j'ai bien le droit quand même. Écoute, soit tu ranges ta chambre maintenant, ou alors il faut que pour telle date ce soit fait. Si ce n'est pas fait à telle date, alors c'est immédiat. Tu le fais maintenant, ou alors je veux bien différer, mais tu as une limite. Et si à cette limite, ce n'est toujours pas fait, alors c'est dans l'immédiat. Et tu seras obligé de tout laisser tomber, même si tu as une sortie. C'est toi qui choisis. Soit c'est maintenant, soit c'est plus tard, mais alors c'est acté. Un exemple, le ou permet quoi? Vous permet effectivement d'avoir deux options avec lesquelles vous êtes en accord et de donner le sentiment à votre jeune qu'il a néanmoins une liberté de choix. Alors n'hésitez pas à utiliser votre entourage pour introduire du tiers, pour faire en sorte que vous ne soyez pas coincé dans une relation duel avec votre jeune quand c'est trop chaud. Faire appel à l'autre parent, faire appel à un oncle, une tante, un parrain, une marraine, faire appel éventuellement à un pote aussi, permettre effectivement d'être dans un dialogue qui est peut-être un peu diffracté, s'appuyer sur une troisième personne, s'appuyer sur une triangulation, s'appuyer sur une règle qui fait tiers, introduire du tiers dans la relation est toujours quelque chose d'extrêmement intéressant à utiliser comme outil chez nos jeunes. Et enfin, fournir à nos jeunes des supports de culture qui sont finalement un support d'élaboration à nos émotions, qui est extrêmement intéressant. Et donc, n'hésitez pas à les emmener. Alors, c'est évidemment de plus en plus dur quand ils deviennent ados, mais en général, ils nous remercient plus tard. N'hésitez pas à leur permettre de faire l'expérience du spectacle vivant, l'expérience du théâtre, l'expérience d'un livre qui met en scène effectivement quelque chose qui le touche, qu'il laisse échapper, qu'il raconte. Et enfin, n'hésitez pas à utiliser des moments où, a priori, votre ado vous prend au mauvais moment, parce qu'ils ont l'art de faire ça. Ils ont l'art de descendre et de proposer une discussion, pas « je dois te parler », au moment où on n'est pas disponible.
Prenez quelques minutes d'écoute malgré tout. Oui, vous aurez peut-être 5 minutes de retard, mais ça vaut la peine d'ouvrir une porte. Et puis de vous donner du temps et lui fixer le rendez-vous quelques heures plus tard pour en discuter. Mais quand un adolescent ouvre la porte, faites attention. Ne la refermez pas. Il le fera évidemment dans les mauvaises circonstances. Il le fera pour voir si effectivement vous vous rendez disponible au moment où vous ne l'êtes pas. Il le fera au moment qui tombe mal pour voir si effectivement il compte encore pour vous, même s'il ne correspond pas à vos attentes, même s'il ne s'y prend pas au bon moment, même s'il ne fait pas les choses comme vous l'espériez. Et ce sont des temps de rencontre, je pense, qui sont précieux à relever. Prenez le temps de le regarder dans les yeux et de lui promettre effectivement que même si vous ne pouvez pas lui répondre tout de suite, ce temps de rencontre aura bien lieu parce qu'il est important et qu'il est important pour vous deux. Maintenant, ceci dit, je vous ai donné plein de petits repères et plein de tips, mais je vais quand même terminer sur la phrase de Winnicott qui nous dit que malgré tout ça, la seule chose à faire face à un adolescent, c'est d'y survivre, de pouvoir garder confiance en soi et de maintenir ses idéaux. Je vous remercie et je suis à votre disposition pour les échanges. C'est nous qui vous remercions pour cette intervention vraiment très riche et pleine de conseils pratiques face à face à tout ce qu'on peut vivre en tant que parent avec nos ados. Et oui, ces clés de compréhension que vous nous donnez vont vraiment, à mon avis, mûrir et feront écho aux difficultés que les parents rencontrent. Donc oui, on a reçu pas mal de questions de la part des participants. Donc, ça va peut-être vous amener à répéter ou préciser des choses. Mais donc c'est important de pouvoir répondre justement à ces questions. Et donc là, une des premières, c'est comment parvenir à renouer, créer le dialogue quand un adolescent ne se confie pas et donc ne répond pas aux sollicitations, aux questionnements du parent. Si on n'arrive pas à ce qu'il se confie. Alors, c'est pas évident, puisque, comme je l'ai expliqué, un ado va être en difficulté, justement, dans cette proximité émotionnelle. Et j'ai envie de vous dire, mais soyez patient aussi. Soyez patient. Il est normal que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, un adolescent ne veuille plus se confier, un adolescent ne fasse plus de bisous, un adolescent ne veuille plus de câlins, un adolescent ne veut plus que vous le déposiez devant l'école parce que vous lui faites honte. Il y a aussi une nécessité de prise de distance. Par contre, je pense que c'est important effectivement de continuer à avoir un regard, de continuer à solliciter ce jeune, faire en sorte qu'il se sent attendu, il se sent stimulé. Et donc, c'est toujours une question d'équilibre finalement avec nos adolescents. C'est loin d'être évident, c'est un équilibre dynamique et cet adolescent va évoluer bien entendu parce que progressivement, il va continuer à développer justement toutes ces compétences psychosociales sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Comme je l'ai dit, quand justement un adolescent refuse cette proximité tant physique que psychique, finalement, il ne se confie plus. L'utilisation de médias, de tiers, peuvent être intéressants. Donc, continuez à essayer de voir ce qui intéresse votre jeune. Discutez justement des musiques qu'il écoute pour l'instant, des sujets qui l'intéressent, des vidéos qu'il a regardées, qu'il a envie de partager avec vous, d'une activité qu'il semble ne pas trop fuir, même s'il vous suit en étant silencieux et en traînant des pieds. Il n'est pas rare qu'un adolescent vienne trouver son parent 2, 3, 4 ans plus tard pour lui dire « Tu te rappelles la fois où tu m'as obligé à aller visiter ce musée? Tu te rappelles la fois où tu m'as traîné à ce spectacle ?» Eh bien, je pense que quand je serai parent, je ne forcerai pas mes enfants, je ne les traînerai pas dans les musées et je ne leur forcerai pas à aller à des concerts.
Mais ça, ils n'y échapperont pas, parce que ça a été important pour moi. Et je pense que, voilà, c'est quelque chose qui nécessite du temps, du doigté. Il ne s'agit pas non plus d'être traîné au spectacle une fois par semaine, mais je pense qu'il faut multiplier les expériences avec eux, leur proposer diverses alternatives, essayer de voir si à un certain moment, on trouve le bon appât. Ok. Et est-ce que les conseils que vous donnez peuvent concerner déjà les plus jeunes autour de 10 ans ou est-ce que cette posture est possible et tenable, je veux dire, de 10 ans à quel âge, par exemple? Alors, plus l'adolescent est jeune, moins il a déjà des compétences psychosociales développées, bien entendu. Et donc, avec les tout jeunes, et effectivement, on parle des pré-ados. Alors, je ne sais pas très bien ce que ça signifie, les pré-ados, mais c'est clair qu'un enfant de 10 ans, 11 ans n'a pas les mêmes capacités d'analyse d'une situation et de gestion de la frustration et de la règle qu'un jeune de 15-16 ans. Et donc, il va être nécessaire, effectivement, quitte à être un petit peu plus dans le conflit, de maintenir des règles et une attention sur les jeunes de 10-11 ans, dans l'usage des écrans, dans l'usage des réseaux sociaux, dans le travail scolaire, dans les sorties, dans les fréquentations qu'il a, etc. Il sera nécessaire effectivement d'être plus présent qu'avec un adolescent de 15-16 ans, à qui on va pouvoir lâcher un peu plus de lest et lui donner éventuellement plus de possibilités, pour autant qu'il sente effectivement qu'il a quelque chose à y gagner. Si un adolescent sent qu'en multipliant les problèmes, il risque à un certain moment de perdre la relation de confiance qu'il a avec son parent et que c'est un enjeu important pour lui, qu'il est effectivement face à un parent qui n'est pas absent, qui investit le lien, qui lui offre un lien de valorisation et de soutien, cet adolescent aura d'autant plus envie effectivement de trouver le compromis et de prendre ce lien en considération. Et donc, je pense que le meilleur outil que nous ayons en tant que parents, c'est de maintenir ce lien à tout prix avec nos jeunes, parce qu'une fois que la rupture est consommée, plus rien ne les retient. Et c'est là qu'on peut effectivement rencontrer des passages à l'acte d'autant plus importants. Et par rapport aux règles, au cadre à faire vivre au sein de la famille, comment réussir à donner un sens à la règle quand on a des enfants d'âge différents et donc quand il y a aussi des enfants qui ne sont pas encore ados? Eh bien, en appuyant effectivement sur le fait qu'ils n'ont pas le même âge. Et il est important de savoir que 2 enfants, 3 enfants ne vivent pas, ne grandissent pas au sein de la même famille. Alors, c'est un peu particulier de dire ça parce qu'on n'y pense jamais, mais votre aîné grandit dans une famille où il a 1 ou 2 petits frères, petites sœurs. Et votre cadet grandit dans une famille où il y a un aîné et éventuellement un second. Et ce n'est pas la même chose. Ce ne sont pas les mêmes places. Ils n'ont pas les mêmes compétences. Ils n'ont pas le même âge. Ils n'ont pas les mêmes droits. Ils n'ont pas les mêmes devoirs. Et c'est important de pouvoir le nommer, non pas dans une comparaison. Ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu n'est pas de savoir si l'un est plus grand que l'autre, mais de pouvoir effectivement reconnaître que chacun a une place et un âge et une manière de fonctionner et des repères qui vont être différents de par l'âge qu'il a. Alors vous allez me dire, oui, mais on est en train de vivre une société où le progrès technologique avance de plus en plus vite et donc les smartphones, ils sont pas tous apparus alors que nos enfants avaient le même âge. Même chose pour les PC, même chose pour l'apprentissage en distanciel, même chose. Auparavant, on pouvait interdire l'usage des écrans depuis le Covid, c'est devenu impossible puisque les écoles se réfèrent directement
au travail de plus en plus sur PC, notamment au Smart School. Il n'est plus possible bientôt de travailler sans s'appuyer sur l'intelligence artificielle. Elle est déjà là et elle fait partie effectivement des modalités d'évaluation, et bientôt les jeunes qui ne peuvent pas l'utiliser seront pénalisés par rapport aux autres parce que ça va se généraliser. Et donc il est clair que un cadet va bénéficier plus rapidement d'accès à une technologie que ce qu'a dû attendre son aîné. C'est une réalité aussi. Et ça, c'est une nouveauté dans nos repères éducatifs. Mais voilà, c'est la réalité. Ça, c'est le choc avec le réel. Et je pense que notre rôle de parents est de permettre effectivement de nous interposer finalement entre nos jeunes et la réalité pour qu'ils ne se prennent pas la réalité de plein fouet, pour leur apprendre effectivement à pouvoir la gérer, cette réalité, sans se mettre en danger. Mais ce n'est pas pour autant que cette réalité n'existe pas. Donc, il faut aussi que nous puissions nous appuyer sur le réel pour venir valider finalement les repères et les règles éducatives que nous mettons en place. Alors oui, effectivement, à telle époque, les smartphones n'existaient pas. À telle époque, on n'utilisait pas les PC pour l'école. Et bientôt, on pourra dire il fut une époque où effectivement, il n'y avait pas l'intelligence artificielle générative. Mais je pense que l'enjeu, c'est justement, dans ce rôle de faire l'interface entre notre jeune à l'âge qu'il a et la réalité telle qu'elle est, de manière concomitante, c'est un rôle qui continue à s'inventer au fil des années qui passent. Et par rapport à ces règles et peut-être éventuellement au non-respect de ces règles, quand l'ado ne la respecte pas, quelles sanctions adaptées vous pouvez nous conseiller? Mais là aussi, hein, il n'y a pas une règle universelle, ce serait trop simple. Mais je pense qu'il reste quand même important dans les sanctions que nous donnons à nos adolescents, c'est comme pour la règle, il faut que ces sanctions aient du sens. Et donc, un jeune qui n'a pas respecté les heures de retour et se voit interdire la sortie suivante, ça a du sens. Un jeune qui se voit interdire une sortie parce que, je ne sais pas moi, il n'a pas rangé le lave-vaisselle, quel sens est-ce que ça a? Lui dire tu ne sors pas tant qu'il n'est pas rangé, ça tient la route, mais je pense qu'il faut que la sanction soit proportionnelle et soit en lien aussi avec la transgression. Et ça, c'est quelque chose qui est important chez les jeunes pour leur permettre effectivement d'avoir accès à ce sens. D'ailleurs, ils sont très très forts pour détecter et dire mais je vois pas le lien, enfin ça tient pas la route. Et je pense qu'il est important en tant que parent de pouvoir effectivement parfois se remettre en question dans les réactions que nous pouvons nous aussi avoir, parfois d'être dans un effet de colère et de ne pas être juste. C'est pour ça que je pense que quand on met une sanction, ça nécessite aussi de ne pas s'emporter, ça nécessite aussi de se poser et de réfléchir, d'élaborer finalement, de trouver quelque chose qui nous semble équilibré, juste et en lien avec la transgression qui a été réalisée. Et par rapport à cet acte de transgression qui attire parfois les ados, comment réagir justement quand un ado est plutôt séduit par ces actes transgressifs comme voler, fumer, qui s'entourent de mauvaises fréquentations? Comment un parent peut réagir et s'ajuster? Alors, comme je l'ai dit, hein, le dialogue est le plus important, bien entendu. Ce qu'il s'agit, c'est de permettre d'abord à notre jeune de se comprendre lui-même, parce que parfois, effectivement, il y a une forme de fascination par rapport à la transgression, fascination qui renvoie finalement à la toute-puissance. Hein. Transgresser la loi, c'est se mettre au-dessus de la loi. Et malheureusement, nous vivons dans une société où
on a l'impression qu'il y a une dérive sociétale vers un fonctionnement qui fait place à la loi du plus fort de plus en plus, où nous avons malheureusement des dirigeants qui se comportent de manière de plus en plus totalitaire, où la vérité ne fait plus repère, où les décisions sont prises sans qu'elles fassent sens, où il y a une manipulation effectivement des masses qui est de plus en plus présente. Et c'est pour ça que je pense que c'est extrêmement important d'outiller nos jeunes pour leur permettre d'avoir un esprit critique. Alors, les outiller à avoir un esprit critique par rapport à des figures qui font autorité, mais qui sont dans une autorité abusive, nous interdit, nous, en tant que parents, d'être dans une autorité abusive aussi, évidemment. Mais je pense que l'enjeu est d'importance et qu'effectivement, il est important de permettre à nos jeunes de reconnaître effectivement que la toute-puissance qui se dégage finalement de la transgression est séduisante, mais que c'est tout notre structure de vivre ensemble qui est remise en question, et que effectivement, grandir, c'est accepter cette part de castration, c'est accepter le fait que nous ne sommes pas tout puissants, et que finalement c'est l'humanité doit sa survie à sa capacité à être en collectif. Nous ne sommes pas des animaux avec de grandes dents et de grandes griffes, et tout seul dans la forêt vierge, on ne fait pas long feu. Si l'homme a survécu, c'est parce qu'il a développé cette capacité à la collaboration, au collectif, à l'empathie, à la coordination. Et je pense que c'est ce qui reste encore extrêmement essentiel aujourd'hui pour pouvoir faire face au futur qui nous attend et aux défis majeurs qui nous attendent. Nous n'allons pas nous en sortir tout seuls. Je pense que c'est le collectif qui va être notre porte de sortie. Et les jeunes sont particulièrement sensibles justement à cet enjeu du collectif. Les adolescents ne survivent pas seuls. Ils ont besoin d'être dans le lien les uns avec les autres, et ça c'est vraiment une grande leçon du Covid. Et je pense que les adolescents ont une leçon à nous donner par rapport effectivement à l'importance justement de ce collectif. Alors parfois le collectif peut être de mauvaise influence, parfois effectivement le collectif peut se laisser séduire par la transgression collective, mais c'est pour ça que je pense qu'il est important de justement soutenir toutes ces compétences psychosociales, de soutenir l'empathie, de soutenir les valeurs morales, de soutenir la réflexion et de soutenir le dialogue. Et alors, il y a plusieurs questions qui sont en rapport avec les situations de séparation ou dans lesquelles parfois, justement, il y a cette difficulté d'être que les deux parents soient cohérents sur la même longueur d'onde par rapport justement aux règles, aux sanctions, voir quand un parent décrédibilise l'autre, donc comment on peut se positionner face à l'adolescent par rapport à ça? Alors, l'adolescent va venir évidemment vachement bousculer ce qui avait été mis en place parfois avec beaucoup de difficultés par des parents en rupture et éventuellement en conflit, puisque un enfant va effectivement se soumettre, comme je l'ai dit, à la règle, risque de se retrouver coincé dans un conflit de loyauté. Il va en souffrir, mais ne va pas nécessairement venir bousculer les règles dont il fait l'objet. Par contre, l'adolescent, dans ce processus de différenciation et d'autonomisation, il va aussi venir mettre son grain de sel et éventuellement, et c'est le mieux qu'il puisse advenir dans une situation de conflit finalement, c'est venir réclamer son dû, réclamer le fait d'être pris en considération dans les règles et éventuellement réclamer la possibilité de s'approprier la gestion par exemple de l'alternance, réclamer de pouvoir avoir ses amis, réclamer de pouvoir avoir ses propres activités et
et en bonne intelligence, finalement, exploiter évidemment le système éducatif qui le valorise le plus dans un premier temps, et puis qui lui donne le plus de reconnaissance dans un second. Et là, de nouveau, on est en lien avec cette évolution des compétences psychosociales chez les jeunes. Un jeune de 13-14 ans n'a pas les mêmes compétences d'analyse qu'un jeune qui en a 16-17. Et donc, vous allez assister effectivement à des positionnements différents en fonction de l'âge de votre jeune. Sachez qu'effectivement, séduire un jeune de 13-14 ans est bien plus facile que séduire un jeune de 16-17. Et à un certain moment, nos adolescents viennent nous demander de rendre compte finalement du positionnement qu'on a pu avoir. Et ils sont tout à fait capables à un certain âge de reconnaître qu'une limite leur avait été nécessaire, même si ça a créé de tensions, même si ça a mis effectivement la relation entre eux et leurs parents en difficulté. Mais ils sont capables, avec le temps, de reconnaître effectivement finalement l'intelligence, le sens qu'il y avait derrière un positionnement ou une règle. Donc j'ai envie de dire, là aussi, le temps est notre allié. Ne concluez pas trop vite en tant que parent. Peut-être effectivement que votre jeune va vous donner le sentiment d'aller au plus simple dans un premier temps, mais j'ai envie de dire que l'analyse se fait sur plusieurs années. Et alors, comment réagir face à la violence verbale ou physique qu'un ado peut témoigner quand on fait une remarque ou quand on met en place une sanction? Alors là, de nouveau, on rejoint les critères de loi. Là, on n'est plus dans la règle, on est dans la loi. Et la loi, effectivement, interdit la violence physique, l'agression, qu'elle soit verbale ou physique. Et donc, il en va effectivement d'un enjeu de respect. Au-delà de ça, je pense qu'il est important aussi de comprendre pourquoi un adolescent, à un certain moment, transgresse et déborde cette limite. En quoi est-ce qu'il a le sentiment de ne pas avoir été entendu quand il se met à hurler? Dans quelle mesure il ne s'est pas senti respecté à partir du moment où il ne respecte plus l'autre non plus? Et donc, je pense que je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout accepter, qu'il faut tout cautionner loin de là. Je suis la première à dire effectivement qu'il y a des règles et qu'il y a des interdits fondamentaux, mais qu'il faut aussi pouvoir l'aider à comprendre parfois ses propres passages à l'acte et de continuer à mettre à sa disposition notre capacité psychique, notre capacité de compréhension et d'élaboration qui est censée être quand même plus mûre que la sienne, pour l'aider effectivement à justement développer cette capacité de se comprendre, de s'exprimer différemment et de réouvrir, maintenir toujours ce dialogue, l'obliger à s'exprimer avec des mots là où parfois ça dérape dans des gestes ou des paroles malvenues. Et là, on touche un peu à la gestion des émotions. Il y a une question qui s'y rapporte aussi, de savoir comment on peut aider son adolescent à gérer ses émotions de manière générale, mais quand soit on a parfois aussi débordé ou en difficulté par rapport à ses propres émotions. Oui, mais oui, et c'est pour ça que je dis que l'exemple vient d'en haut, et dire que l'exemple vient d'en haut ne veut pas dire que c'est facile pour nous. Nous aussi, nous pouvons, et c'est le propre de l'adolescence, nous faire sortir de nos gonds parce qu'ils viennent toucher évidemment les points sensibles, ils viennent réactiver finalement notre propre adolescence qui n'est jamais complètement terminée. Et donc, il s'agit chez nous aussi d'investir dans nos compétences, nos propres compétences psychosociales. C'est pas le propre de l'adolescent, hein. Nous aussi, on est censé en avoir. Et donc, effectivement, comment est-ce qu'on peut demander à un adolescent de maîtriser sa colère si nous y cédons également, de maîtriser sa peur si nous y cédons également. Et donc, il est important, comme je le disais, de pouvoir éventuellement prendre le temps d'arrêter une discussion qui tourne mal pour
prendre un time out, chacun, pouvoir réfléchir chacun, reprendre éventuellement la discussion, le dialogue d'une autre manière, passer éventuellement par des échanges de lettres. Et je dis bien de lettres, écrites sur du papier et pas des mails et pas des SMS. Les SMS sont terriblement sujets à malentendus dans une écriture et une lecture qui est trop rapide et trop simplifiée. Je pense que les enjeux émotionnels et les enjeux relationnels à l'autre doivent être nuancés, c'est extrêmement important. Et donc, je pense que ralentir le rythme et changer peut-être de média peut être intéressant également. Et puis, il est important quand on est dans le regret de ce qu'on a pu dire, on est dans le regret de ce qu'on a pu faire et des positions qu'on a prises. Je pense qu'il est important effectivement de le reconnaître, de s'en excuser et de proposer une alternative. Et Dieu sait combien c'est difficile effectivement de reconnaître et s'excuser, mais si c'est ce qu'on attend de nos jeunes, je pense qu'il est important que nous puissions leur montrer que c'est possible. Et alors, par rapport à des adolescents qui sont vraiment en détresse, en difficulté, qui se mutilent par exemple, mais avec qui le dialogue n'est plus possible, ou qui ne se confient pas, comment on peut faire vis-à-vis de cette détresse? Alors, je pense que quand un adolescent montre des signes de souffrance importante, quand il y a effectivement une atteinte corporelle via de gros troubles alimentaires, via des scarifications, des mises en danger, des consommations toxiques, je pense des idées suicidaires, je pense qu'il est important aussi à un certain moment de faire appel éventuellement à un professionnel, de l'accompagner effectivement dans un lieu où il pourra se confier et bénéficier d'une confidentialité dans un premier temps pour pouvoir commencer dans la relation à l'autre, à progressivement arriver à nommer ce qui se passe pour lui, pouvoir identifier justement les émotions qui le prennent, parce que la plupart du temps, quand les jeunes en sont dans un passage à l'acte, ils ont du mal à eux-mêmes comprendre quels sont les enjeux. Et donc leur demander d'expliquer ne trouve pas réponse immédiatement. Il y a tout un travail d'élaboration qui doit être réalisé. Et ça, c'est le travail qui est fait en consultation psychothérapeutique avec un jeune. Il s'agit effectivement dans la création d'abord au préalable d'une relation de qualité, et c'est ça qui prend du temps, de progressivement permettre à ce jeune d'accepter de se livrer et de petit à petit avec lui faire ce travail d'élaboration, d'enquête, d'hypothèse contre hypothèse pour essayer effectivement de comprendre ce qui se joue pour lui, et d'ensuite pouvoir effectivement lui permettre, une fois qu'il s'est entraîné à le confier et à le comprendre avec un thérapeute et puis avec lui-même, de pouvoir en faire partager ses proches. Ça me semble important. Merci. Et alors, on va arriver aux dernières questions. Plusieurs personnes nous interrogent sur le fait de solliciter une tierce personne, de faire rentrer dans la triangulation une tierce personne pour quand le dialogue n'est plus possible, par exemple avec son ado. Mais si cette personne ne va pas dans le même sens que nous en tant que parents, ou amène des choses, des visions différentes, comment faire en tant que parent? Mais c'est pour ça que je parlais de l'intérêt d'introduire de l'altérité dans la relation que nos jeunes ont avec le monde extérieur. Je pense que on ne peut pas être... on ne peut pas tout contrôler, et c'est ça l'enjeu, c'est de les outiller, de leur permettre progressivement de développer des capacités d'autonomie en s'enrichissant d'autres manières de voir les choses, d'autres valeurs, d'autres ouvertures,
du moment effectivement que les valeurs fondamentales ne soient pas remises en question, bien entendu. Il ne s'agit pas de rentrer dans un mouvement de radicalisation, par exemple, mais je pense que c'est important effectivement d'accepter que nos jeunes progressivement se fassent leur propre opinion, développent leur propre système de valeurs, en leur demandant effectivement de développer la compétence de l'argumentation, de pouvoir effectivement accepter de se soumettre finalement à la question de l'argument et ne pas tomber dans le schéma où finalement c'est le désir qui fait loi. Il est important qu'il développe effectivement un système de valeurs qui repose sur un argumentaire qui tienne la route. Et ça, c'est malheureusement quelque chose qu'on n'apprend pas assez en milieu scolaire. Hein. C'est finalement cette possibilité de dialoguer, de débattre et de développer effectivement une capacité de pouvoir écouter les arguments de l'autre, développer les siens et trouver un support de sens aux idées qu'on essaye de défendre. Il faut bien se rendre compte que nos jeunes se complexifient avec l'âge. Un adolescent n'est pas aussi simple qu'un enfant et il va faire sien toute une série de valeurs qu'il va rencontrer au travers de son parcours, notamment à l'école. Les règles en milieu scolaire ne sont pas les mêmes qu'au sein de la famille. Et donc, dans une famille dont les parents sont séparés, la plupart du temps, effectivement, chaque parent reprend finalement le cours de sa vie, de ses valeurs éducatives, de ses expériences. Et très rapidement, l'enfant ou l'adolescent va être effectivement confronté à des systèmes de valeurs qui vont se modifier. Alors, ce qui est complexe pour un adolescent, c'est quand le système de valeurs est par trop opposé. Mais par contre, un enfant et un ado développe au fil de sa vie la capacité effectivement de s'adapter à des systèmes de référence qui sont différents, avec des règles différentes. Et on ne se comporte pas pareil à la maison ou à l'école ou avec les scouts ou entre potes. Ce sont chaque fois des systèmes de valeurs et de références qui sont différents et il est important de pouvoir effectivement apprendre à les articuler les unes aux autres et de développer cette capacité d'adaptation finalement qu'il va leur être demandé par la suite dans un système, leur propre système conjugal ou un système professionnel. On va leur demander effectivement une forme de souplesse, d'adaptation. Je pense que c'est pour ça que ce qui est important, c'est de garder en tant qu'adulte, en tant que parent, de préserver nos idéaux pour pouvoir effectivement les transmettre. Mais il ne nous appartient pas d'y contraindre. Je pense qu'on peut donner un exemple et puis il appartient effectivement à l'adulte en devenir de se saisir effectivement de ses valeurs ou pas. Alors, il reste une dernière thématique qu'on n'a pas abordée, c'est quand l'adolescent a du mal à s'ouvrir à la nouveauté ou trouve difficilement un intérêt dans quelque chose, semble n'avoir aucune motivation ni centre d'intérêt en dehors peut-être de ce qu'il peut vivre sur son téléphone ou sur les réseaux sociaux. Comment le stimuler à autre chose? Comment lui donner cette motivation? Alors, ça dépend de son âge. Hein. Comme j'ai dit, les tout jeunes ados, il est parfois effectivement nécessaire d'être encore dans quelque chose qui impose, où on fait un deal, où on limite effectivement l'accès aux écrans, quitte à donner une heure de plus si en contrepartie, ils nous accompagnent dans l'une ou l'autre activité. Je pense qu'en tant que parent, c'est important de nouveau de servir d'exemple et de ne pas être soi-même happé par les écrans, de continuer effectivement à avoir une vie culturelle qui active, ne pas se limiter à être dans un métro boulot dodo et de pouvoir effectivement ouvrir sur des expériences à partager et ça dès le plus jeune âge.
je pense que si on n'a pas fait ça avec nos enfants, ça va être difficile d'obtenir d'eux qu'ils le fassent une fois qu'ils sont adolescents. Donc, je pense qu'il s'agit aussi d'investir dans l'enfance et de développer une culture d'activités culturelles, d'activités extérieures, d'activités parascolaires, d'activités sportives, d'activités collectives, sans non plus les épuiser. Hein. Je ne dirais pas qu'ils ne doivent pas avoir non plus un agenda de ministre, c'est toujours une question d'équilibre, mais je pense qu'effectivement, c'est important de commencer dès l'enfance, parce qu'à l'adolescence, ça va être difficile effectivement de tout maintenir, et je pense qu'on va devoir de plus en plus travailler au compromis. Eh bien, nous arrivons tout doucement à la fin de cette soirée. Nous vous remercions, Madame Mas, pour tous les exemples, les éclairages très utiles que vous avez apportés, qui, nous espérons, permettront aux parents de traverser cette période de l'adolescence avec plus de sérénité, de confiance. Vous avez beaucoup parlé, abordé les compétences psychosociales qui sont au cœur oui, du projet que nous avons développé aussi au sein du domaine promotion de la santé. Donc, vous qui nous écoutez, si vous voulez aller un cran plus loin, parce que comme vous avez pu entendre le docteur Mas, les CPS, nous en avons tous, les compétences psychosociales, pardon, nous en avons tous, et c'est aussi en tant que parents un travail que nous devons faire sur nos propres compétences psychosociales. Et donc, on vous invite, si vous avez envie de jeter un œil sur la page web que vous avez sous les yeux, qui explique en vidéo ce que sont les compétences psychosociales, comment en tant que parent on peut s'en emparer pour accompagner son ado dans cette prise d'autonomie, dans cette confiance qu'il peut avoir en ses compétences, et tous les bienfaits aussi des activités collectives dans lesquelles l'ado pourra se construire grâce au contact avec les pairs. Vous trouverez aussi sur le site des vidéos de parents et d'ados qui témoignent en fait de comment ils peuvent mobiliser les compétences psychosociales l'un et l'autre par rapport, par exemple, à un choix d'orientation professionnelle ou par exemple par rapport à cette crainte de sortir ou d'être en contact avec d'autres ados. Nous vous remercions aussi tous pour votre participation bien attentive, pour toutes vos questions. Nous espérons avoir répondu à vos attentes. Vous voyez ici un QR code qui vous permettra de remplir un questionnaire d'évaluation qui sera très utile pour nous, pour continuer à nous améliorer, à vous proposer des conférences sur des thématiques qui vous touchent. Vous trouverez aussi le replay donc qui vous permettra de revoir ce webinaire si vous n'avez pas pu y consacrer toute la soirée. Donc, je vous remercie encore, Madame Mas, pour tout ce que vous nous avez apporté, et je vous souhaite à tous une très belle soirée. Merci, bonne soirée.